Accusés, levez-vous. Bienvenue dans Légalement abusé. Êtes-vous prêt à écouter une nouvelle histoire judiciaire? Un couple et leur petite fille retrouvés criblés de balles au petit matin. Un crime sauvage, dans un village paisible. Et au centre de tout, une famille de paysans accusés d'avoir tout orchestré. Une erreur judiciaire? Une vengeance? Voici l'histoire vraie de la tuerie de Lurs. Bienvenue dans les podcasts du crime, épisode 1. Un soir d'août 1952. Les collines de la Haute-Provence s'étendent à l'infini sous un ciel limpide. Dans le silence rural, seuls résonnent les chants des grillons et le souffle du vent entre les chênes. Sur une petite route départementale, la nationale 96, le calme est absolu. Jusqu'à ce que la nuit bascule. Plusieurs coups de feu éclatent. Puis le silence. Un silence encore plus lourd, cette fois chargé de mort. À l'aube, un passant découvre une scène irréelle. Un couple abattu près d'une voiture. Un peu plus loin, le corps d'une fillette. Ils sont là, sans vie, au bord d'un chemin isolé, à quelques centaines de mètres d'une vieille ferme. Ce que la gendarmerie va mettre au jour dans les heures suivantes va dépasser l'entendement. Une affaire sans mobile clair, des suspects sans preuve, des aveux, puis des rétractations. Une condamnation à mort. Et pourtant, le doute. Toujours. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères judiciaires français du XXe siècle. Voici l'affaire de Lurs. Nous sommes en Haute-Provence, dans le département des Bas-Alpes. Le village de Lurs, perché sur une colline, surplombe une vallée tranquille. C'est un hameau de pierre, quelques dizaines d'âmes, une route qui serpente entre les maisons et des champs à perte de vue. À l'écart du bourg, une vieille bâtisse, la ferme de la Grand-Terre. Dans cette ferme vivent des paysans. Le père, Gaston, a 75 ans. Il est solide, autoritaire, un homme taiseux. Sa femme, Marie, s'occupe du foyer. Leur fils, Gustave, une trentaine d'années, travaille la terre avec eux. Il vit avec sa compagne, Yvette, une jeune femme effacée. Un autre fils, Clovis, revient parfois leur prêter main forte. Ce sont des gens de peu, la ferme est rustique, les moyens modestes, mais la terre, elle, est fertile. À quelques centaines de mètres de là, ce soir-là, une famille étrangère a planté sa tente. Ils sont anglais. Le père s'appelle Jack, la mère Anne, et leur fille Elisabeth, 10 ans. Ils voyagent avec leur voiture, une Hillman Breck. Ce ne sont pas des campeurs ordinaires, ils sont de bonnes conditions, élégants, mais simples dans leur comportement. Ils apprécient la campagne, le calme, les paysages. C'est la dernière nuit de leur séjour à Lurs. Vers 5 heures du matin, Gustave quitte la ferme, un seau à la main. Il descend vers la fontaine pour y puiser de l'eau. Il marche tranquillement sur le chemin poussiéreux, les premiers rayons du soleil filtrant à travers les collines. Puis il s'arrête. Devant lui, une voiture arrêtée au bord de la route, portières ouvertes. Et sur le sol, 2 corps. Plus loin, il découvre un 3e corps, celui d'un enfant. Il recule, pris de panique. Il retourne précipitamment à la ferme, il prévient son père, puis un voisin, et enfin la gendarmerie. À 6 heures du matin, les forces de l'ordre sont sur place. Le spectacle est insoutenable. Le corps de Jack est étendu à l'arrière du véhicule, le visage contre le sol. Il a été abattu par balle. Anne gît près du talus, elle aussi criblée de balles, et la petite Elisabeth, un peu plus loin, a le crâne défoncé. Les premières constatations révèlent l'horreur. Jack a reçu 2 balles dans le dos. Anne en a reçu 5.
Elisabeth a été tuée à coups de crosse. Aucun témoin, aucun bruit entendu dans la nuit. Le coffre de la voiture a disparu. Un premier détail intrigue, la scène n'a pas été déplacée. L'arme du crime, une carabine américaine Rocola calibre 30, est retrouvée abandonnée non loin. Mais elle ne porte aucune empreinte exploitable. La police judiciaire de Marseille est alertée. Le préfet se rend sur place. L'émotion est immense. Une famille entière, massacrée sans mobile évident, dans une région réputée tranquille, l'enquête commence. La première hypothèse, le vol. Mais les bijoux d'Anne sont toujours là. L'argent liquide également. Seul le coffre a disparu. Puis on pense à un drame passionnel. Mais aucun lien n'est identifié entre les victimes et les habitants de la région. Alors les enquêteurs se tournent vers les plus proches voisins, la famille de La Grande-Terre. Ils étaient là, à quelques centaines de mètres, et pourtant, aucun n'a entendu les coups de feu, aucun n'a rien vu. Tous assurent avoir dormi profondément. Les gendarmes commencent les interrogatoires. Gustave, celui qui a découvert les corps, est entendu plusieurs fois. Il affirme que tout était calme la veille au soir. Puis il glisse une phrase qui trouble les enquêteurs. Il dit avoir vu Elisabeth encore vivante lorsqu'il est arrivé. Elle bougeait encore, mais il ne l'a pas aidée. Il l'a laissée là. Ce témoignage bouleverse l'opinion. Comment un homme peut-il voir une enfant agonisante et ne rien faire ? Une plainte est déposée pour non-assistance à personne en danger. Mais très vite, cette question soulève une autre. Pourquoi Gustave ne dit-il cela qu'après plusieurs jours ? Aurait-il eu peur ou quelque chose à cacher ? Le juge d'instruction, Père Yes, est saisi du dossier. Il découvre une famille fermée, méfiante, silencieuse. Chaque membre donne une version différente de la nuit. Personne ne veut trahir l'autre, mais tout le monde semble mal à l'aise. La presse s'empare de l'affaire. Elle la surnomme bientôt le drame de l'URSS. Des journalistes affluent de Paris. Des curieux viennent observer la ferme, scruter les regards. Des rumeurs circulent. Certains parlent d'un conflit entre paysans et touristes, d'autres évoquent un accident. Mais l'enquête piétine. Alors, en novembre 1952, un rebondissement survient. Il affirme que la nuit du crime, il a vu son père, Gaston, rôder autour de la tente des vacanciers. Il dit même qu'il l'a vu revenir à la ferme, troublé, et qu'il a compris alors ce qui s'était passé. Les enquêteurs interrogent Clovis. Il confirme. Il aurait entendu une phrase prononcée par son père. C'est fait. Le juge fait venir Gaston. Il le confronte au dire de ses fils. Gaston, d'abord impassible, finit par avouer. Il dit « Oui, c'est moi, j'ai tué les trois ». Mais il ne donne aucun mobile. Il explique vaguement qu'il s'est senti menacé. Puis, quelques jours plus tard, il se rétracte. Il accuse alors Gustave, son propre fils. Il dit que c'est lui qui a tiré et qui s'est accusé pour le protéger. Le juge est désemparé, qui dit vrai ? Les aveux se croisent, se contredisent. Gustave se rétracte à son tour. Clovis accuse son frère, puis défend son père. Yvette se tait. Un chaos judiciaire s'installe. En novembre 1954, soit plus de 2 ans après les faits, le procès de Gaston s'ouvre à Digne. La tension est à son comble. Le pays tout entier est suspendu à ce procès. L'affaire est partout, à la radio, dans les journaux, sur les bancs des cafés. La salle d'audience est pleine à craquer. Le vieux paysan, frêle, vêtu d'un costume trop grand, est assis dans le box des accusés. Face à lui, ses 2 fils, assis comme témoins. La compagne de Gustave, Yvette, est là aussi, muette, en retrait. Les débats commencent. Le président de la cour tente de reconstituer la nuit du crime, mais chaque témoignage contredit le précédent. Gustave accuse, Clovis nie, Gaston dit tout et son contraire. Les experts psychiatres s'interrogent. L'un d'eux affirme que Gaston pourrait avoir voulu protéger son fils. Un autre soutient qu'il serait bien capable d'un tel acte seul, par instinct de méfiance. La foule assiste à ce théâtre judiciaire fasciné. Aucune preuve matérielle, aucune empreinte, aucune certitude.
mais le ministère public demande la peine capitale. Après plusieurs jours de débat, le verdict tombe. Gaston est condamné à mort. Il écoute la sentence sans broncher. Ses fils, eux, s'effondrent. La condamnation soulève un tollé. Des écrivains, des intellectuels, des magistrats s'interrogent. Peut-on envoyer un homme à la guillotine sans preuve, sur la base de simples aveux rétractés? Et si le vrai coupable n'était pas celui que l'on croit? Le président de la République, René Coty, accorde la grâce présidentielle. La peine de mort est commuée en détention à perpétuité. Gaston est transféré à la prison de Toulon, puis à celle de Melun. Il y restera 6 ans. L'année 1957 s'ouvre sur un paysage politique incertain et une société française encore profondément marquée par la guerre, la pauvreté et les tensions coloniales. Mais dans un petit hospice de Digne, loin du tumulte national, un homme vieillit à vue d'œil. Gaston, le vieil accusé de l'URSS, a 80 ans passés. Ses jours se consument lentement entre les murs d'un établissement discret où il purge une peine de réclusion commuée. La peine capitale n'a pas été exécutée. Le président de la République a choisi de ne pas signer l'arrêt de mort. La guillotine ne sera pas dressée. Ce geste politique, certains le voient comme un acte de prudence, d'autres comme un aveu implicite de doute. Dans les journaux, les chroniques judiciaires ne parlent plus guère de Gaston. La France tourne la page. Mais le vieil homme, lui, reste figé dans l'ombre d'une condamnation qu'il n'a jamais acceptée. Dans sa chambre austère, il écrit parfois quelques phrases griffonnées à l'encre noire. Il dit qu'il n'a pas tué, qu'il s'est accusé pour éviter pire, que ses fils étaient menacés, que les policiers l'ont poussé à bout. Mais ces mots ne trouvent plus d'écho. Le temps judiciaire s'est arrêté, figé par le verdict. Et pourtant, à mesure que les années passent, une étrange rumeur commence à ressurgir. Dans le village de l'URSS, le souvenir de l'affaire ne s'est jamais dissipé. Le silence pesant qui avait enveloppé les habitants depuis 1952 commence à se fissurer. Des langues se délient. Des anciens évoquent, entre 2 verres de vin, les bruits de la nuit, les aboiements de chiens, des ombres aperçues près du campement anglais. Rien de très clair, mais assez pour relancer les soupçons. À Paris, certains intellectuels s'emparent de l'affaire. Des articles paraissent dans des revues confidentielles. On y parle d'un procès expéditif, d'une instruction bâclée, des voix s'élèvent, discrètes mais fermes, pour demander la réouverture du dossier. Parmi elles, un jeune avocat pénaliste, passionné par les erreurs judiciaires, commence à compiler les pièces du dossier. Il n'a pas encore la notoriété qui sera la sienne plus tard, mais il pressent que ce vieillard, oublié dans un hospice, pourrait bien être l'un des grands innocents de la justice française. Gaston, lui, ne parle presque plus. Lorsqu'on l'interroge, il répète simplement « Ce n'est pas moi ». Il refuse de dire qui, selon lui, aurait pu commettre le crime. Il se ferme dès qu'on évoque la Grand-Air, la ferme familiale qu'il a dû vendre pour payer ses avocats. Ce lieu, désormais vide. Le 14 juillet 1960, alors que la France célèbre sa fête nationale, Gaston est libéré. L'ordonnance de libération est signée discrètement, aucun journaliste, aucun cri de victoire. Juste un vieil homme à la démarche lourde qui franchit la grille de l'hospice et s'arrête un instant face au soleil de Provence. Il ferme les yeux. Respire profondément et s'éloigne sans un mot. Il ne retournera jamais à l'URSS. Libéré, mais ruiné, affaibli et sans repère, Gaston trouve refuge dans une petite maison prêtée par un cousin éloigné. Elle est située en bordure d'un village voisin, à plusieurs kilomètres de l'URSS. Il y vit seul. Ses fils ne viennent plus. Clovis s'est marié. Gustave s'est installé ailleurs. Yvette, la compagne de Gustave, ne donne plus de nouvelles.
Le vieil homme vit de peu. Quelques voisins lui apportent du pain. Le maire du village organise à l'occasion une aide discrète. Mais Gaston ne parle à personne. Il passe ses journées assis sur une chaise de bois devant sa porte à regarder les collines. Il n'attend plus rien. Il ne réclame rien. Pourtant, à ceux qui osent lui poser une question, il répond toujours la même chose, une voix lente, comme usée. « Je ne suis pas l'assassin. » À Paris, l'affaire fait une brève réapparition. Un journaliste d'un grand quotidien publie une série d'articles. Un doute plane encore sur l'URSS. Il retrace le parcours judiciaire, pointe les failles de l'enquête, les contradictions entre les déclarations. Il mentionne les expertises balistiques incohérentes, les relevés d'empreintes effacés par la pluie, l'absence totale de mobile crédible pour Gaston. Ce travail d'investigation, bien que discret, alimente le feu souterrain du doute. Des lecteurs écrivent. Certains se souviennent de l'affaire, d'autres découvrent qu'un homme de 77 ans a été condamné à mort sur la seule foi d'un aveu rétracté. Cela ne laisse personne indifférent. Des magistrats à la retraite, interpellés par cette série d'articles, témoignent anonymement. Il y avait trop d'incertitudes, trop de silence, trop de tension au sein même du tribunal. L'un d'eux glisse dans une tribune non signée « Nous avons peut-être condamné un innocent ». Mais il est trop tard. Le dossier judiciaire est clos. Gaston est libre, mais la justice ne revient jamais sur une chose jugée, sauf dans des conditions strictes et rares. Aucun élément nouveau n'est venu bouleverser le jugement. La grâce présidentielle a éteint la peine, mais pas le soupçon. Gaston le sait. Il ne reverra jamais un juge. Il n'aura pas de réhabilitation. Il meurt à l'hiver 1965, dans une pièce glaciale un soir de vent fort. Un voisin retrouve son corps 3 jours plus tard. Sur la table, un bol de soupe figé, une lettre inachevée. Il y écrivait « Je voulais dire quelque chose à propos de la fillette, mais je n'ai pas eu le courage. Je m'excuse. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. » Son enterrement est modeste. Quelques habitants, un prêtre, 2 ou 3 anciens du village. Pas de fils, pas de frères, pas d'hommage public. Une croix simple plantée dans la terre sans nom. Juste Gaston, 1878-1965. Mais la mort de Gaston ne clôt pas l'affaire de l'URSS, au contraire. Elle ouvre une nouvelle phase, plus trouble encore, celle des réécritures, des reconstructions, des spéculations. Car désormais les témoins vieillissent, les souvenirs s'effacent et les vérités s'éloignent. Dans les mois qui suivent sa disparition, 2 ouvrages paraissent. L'un, signé par un ancien chroniqueur judiciaire, revient sur le procès de Digne. Il s'appuie sur des archives, des retranscriptions d'audience, mais aussi sur des témoignages oraux recueillis longtemps après les faits. Il y suggère que le procès a été biaisé par un climat de peur, par la pression médiatique et par des jeux d'influence entre notables locaux. L'autre ouvrage, plus polémique, avance une thèse radicalement différente. Gaston aurait été sacrifié pour protéger quelqu'un d'autre. Le livre évoque un secret de famille, une histoire de violences anciennes, d'abus, de chantage. Selon son auteur, un professeur d'université à la retraite, Gaston n'aurait jamais voulu parler pour ne pas éclabousser son fils. Lequel ? Il ne le dit pas. Mais les allusions sont lourdes. Le livre connaît un certain succès. Il est repris dans des émissions de radio, dans des débats télévisés tardifs. Le mystère de l'URSS revient brièvement dans la lumière. Mais ce sont surtout les archives qui vont changer la donne. En 1967, à la suite d'une demande de chercheurs, une partie des dossiers judiciaires est exceptionnellement ouverte à la consultation. Des journalistes, des historiens, des étudiants de droit s'y plongent. Ce qu'ils découvrent est à la fois fascinant et troublant. Des notes contradictoires entre juges,
des témoignages non versés au débat, des rapports médicaux inexacts et des scellés de Pold, disparus. Oui, plusieurs pièces majeures, notamment les vêtements ensanglantés, la carabine et certains effets personnels de la famille anglaise ne sont plus là. Officiellement, ils ont été détruits par erreur. Officieusement, certains pensent qu'ils n'ont jamais été transmis. Ou pire, qu'ils ont été volontairement écartés. Cette révélation déclenche une série d'articles dans la presse spécialisée. Mais le grand public, lui, ne suit plus. Le temps a fait son œuvre. Les grandes figures de l'affaire sont mortes. Le juge, le procureur, les avocats, les gendarmes, tous sont décédés dans les années 1970. Le village de Lurs, lui, continue de vivre. Quelques maisons ont été restaurées, des touristes s'y arrêtent. Personne n'en parle, mais tous s'en souviennent. Et pourtant, un jour, dans les années 80, un homme revient au village. Il a plus de 60 ans, il marche lentement, il s'arrête devant la fontaine, regarde la route, s'approche de l'ancienne ferme. Il ne parle à personne. Mais un habitant le reconnaît, c'est Gustave, l'un des fils, celui par qui tout avait commencé, celui qui avait vu la fillette et n'avait rien fait. Gustave n'en reste qu'1 jour, puis il disparaît, on ne le reverra plus. Dans les années qui suivent, les témoins disparaissent les uns après les autres. Clovis meurt dans un petit village de la région, Yvette s'éteint dans une maison de retraite, sans jamais avoir pris publiquement la parole sur ce qu'elle savait ou ne savait pas. Le juge d'instruction de l'époque, lui aussi, finit par rendre les armes, rongé par cette enquête qui, jusqu'au bout, lui a échappé. Seuls les journalistes, les écrivains, les historiens continuent d'alimenter la mémoire de l'affaire. Des livres sont publiés, des émissions télévisées en font leur sujet, des documentaires sont tournés, certains respectueux, d'autres plus sensationnalistes. Et pourtant, chaque fois que l'affaire est évoquée, une gêne s'installe, comme si l'on parlait d'un cadavre encore tiède, comme si la vérité n'avait jamais été enterrée avec les morts, mais restait tapie quelque part, entre les lignes du dossier, entre les contradictions, les silences, les aveux effacés, les mots prononcés à mi-voix. En 1994, un vieil homme s'adresse à un journaliste local. Il dit avoir vu, cette nuit-là, une silhouette fuir à travers les champs. Il n'en avait jamais parlé, de peur de représailles. Il n'est pas certain de ce qu'il a vu. Peut-être un enfant, peut-être un adulte, peut-être rien du tout. Mais ce simple témoignage tardif relance pour quelques jours la rumeur, et avec elle, l'éternel cortège des essais. Et si ce n'était pas Gaston ? Et si la fillette n'était pas morte sur le coup ? Et si le crime n'était qu'un accident, dissimulé sous des couches de mensonges familiaux ? Et si un complice extérieur n'avait jamais été interrogé ? Chaque hypothèse ressuscite l'ombre des morts, chaque reconstitution alimente le doute, chaque livre se termine par la même question. Qui a tué ce couple et leur enfant cette nuit-là, sur cette route oubliée ? Aujourd'hui encore, la Grande-Terre n'a jamais été revendue. Les héritiers l'ont laissée à l'abandon. Elle est devenue une ruine, visitée parfois par des randonneurs curieux ou des amateurs de faits divers. Les volets arrachés, les murs fendillés, les graffitis sur les pierres. Mais parfois, dans la lumière dorée de l'été, lorsque le vent s'arrête et que les oiseaux se taisent, il semble que la maison murmure encore, des mots qu'on ne comprend pas, des noms qu'on ne peut plus prononcer, des vérités que personne n'a voulu entendre. Les années passent, l'affaire s'éloigne, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Dans les archives judiciaires de Digne, le dossier repose dans une armoire métallique, sous scellé. Plusieurs milliers de pages, procès-verbaux, rapports de balistique, témoignages, photos noires et blancs jaunis par le temps, des documents consultés par des magistrats en formation, par des chercheurs, par des passionnés d'énigmes judiciaires, et chaque fois, la même sensation. Un trou noir au milieu du récit, un espace vide, une absence de cohérence, une faille. Le juge chargé de l'enquête à l'époque de l'affaire avait lui-même admis des années plus tard qu'il n'était jamais parvenu à comprendre pourquoi personne ne disait la vérité. Selon lui, ce n'était pas une affaire criminelle comme les autres, c'était une affaire familiale. Et dans certaines familles, disait-il, le silence a plus de poids que la loi.
Les journalistes qui avaient suivi le procès de Gaston jusqu'à sa condamnation se souvenaient encore des décennies plus tard de la froideur des témoignages, de la manière dont chacun dans cette famille semblait cacher quelque chose, sans jamais tout dire, un puzzle où chaque pièce était là mais mal emboîtée, des regards fuyants, des silences trop longs, des gestes retenus. L'un d'eux, reporter de l'ORTF, avait raconté dans ses mémoires cette scène étrange. Au moment de quitter la salle d'audience, après le verdict, il avait vu Gustave s'arrêter, tourner la tête vers le box, regarder son père et ne rien dire. Pas un mot, pas un signe, un regard figé, comme s'il regardait un étranger, ou peut-être un miroir. Ce silence-là, disait-il, valait toutes les confessions. Dans les années 2000, l'affaire revient brièvement dans l'actualité. Une émission de télévision consacre un numéro spécial au grand procès du XXe siècle. L'affaire de Lurs est évoquée, des images d'archives sont diffusées, le visage de Gaston apparaît à l'écran, puis celui de ses fils, puis celui de la fillette. Le public redécouvre l'atrocité des faits. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'absence de réponse. L'émission se termine comme elle a commencé, avec des questions. Qui a tué? Pourquoi? Comment une famille entière a-t-elle pu survivre à un tel drame sans jamais rien dire? Certains proches, interrogés sous couvert d'anonymat, évoquent une malédiction, une incapacité structurelle à dire la vérité, une forme de fatalisme rural, hérité de générations où l'on gardait tout pour soi, par fierté, par peur, ou simplement parce que c'était ainsi. L'un d'eux raconte une anecdote glaçante. Un jour, bien des années après les faits, il aurait croisé Clovis dans un marché de Provence. Clovis, vieillissant, assis à une terrasse, aurait dit d'un ton détaché « De toute façon, on ne saura jamais. Et puis, à quoi bon ?» Comme si l'affaire, au fond, ne leur appartenait plus, comme si elle avait été absorbée par l'histoire collective, comme si elle avait cessé d'être un crime pour devenir une légende. En 2012, à l'occasion des 60 ans du drame, un journaliste d'investigation publie un long article dans un magazine spécialisé. Il y raconte ses recherches, ses tentatives pour rencontrer des membres survivants de la famille. Aucun n'a accepté de parler. Mais plusieurs voisins de l'époque lui ont ouvert leurs portes. L'un d'eux, très âgé, lui aurait confié ceci. « Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas Gaston. Trop vieux, trop lent. Mais j'ai jamais su qui c'était. Peut-être qu'eux-mêmes ils savent pas. Ou qu'ils savent, mais qu'ils veulent pas savoir. » Cette phrase résume l'affaire. Un crime dont les protagonistes semblent être à la fois les témoins, les victimes, les suspects et les complices involontaires de l'oubli. Aujourd'hui, les collines de Lurs sont calmes. La nationale 96 a été refaite, il n'y a plus de tentes plantées dans les prés, plus de gendarmes en faction, juste un panneau rouillé à l'entrée du hameau où il est écrit « La Grand-Terre, chemin rural ». Le champ du crime est devenu un terrain vague. Les enfants du coin y jouent parfois sans savoir, ou peut-être si. Peut-être que leurs parents leur ont raconté. Peut-être qu'on leur a dit qu'ici, un jour, un cri a traversé la nuit et qu'il ne s'est jamais éteint. Le dossier, lui, dort toujours dans les archives. Il est clos, définitivement, classé, inattaquable. La prescription a fait son œuvre. Le crime n'a plus de coupable judiciaire, plus d'audience, plus de possibilité d'appel. Mais dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'affaire, une idée demeure. Une certitude, presque. L'erreur judiciaire n'est pas seulement de condamner un innocent. C'est aussi, parfois, de ne jamais oser condamner la vérité. Les curieux de l'affaire se souviennent que, dans les années 90, un professeur d'université spécialiste des affaires criminelles tentait de reprendre le dossier.
Il cherchait à reconstituer le déroulé précis des événements à la lumière des avancées en criminologie. Il relisait les procès-verbaux, les expertises balistiques, les photographies de la scène de crime. Il en tirait une conclusion accablante. Il n'y a pas de vérité judiciaire possible, car les faits eux-mêmes ont été déformés dès l'origine. Il parlait d'une scène contaminée, d'un récit fragmentaire, d'un enchaînement d'erreurs, de maladresses, d'approximations. Un crime survenu en pleine nuit, sans témoin direct, dans un isolement total, avec des protagonistes qui se contredisent ou se taisent, et puis surtout l'impossibilité d'identifier un mobile cohérent. Pourquoi aurait-on tué cette famille anglaise ? Que représentait-il ? Ces touristes discrets, sans lien apparent avec quiconque. Et pourquoi cette brutalité ? 5 balles pour une femme, une fillette battue à mort. Pourquoi cette rage ? Rien dans le dossier ne permet d'apporter une réponse claire. Alors le professeur en venait à une hypothèse plus vaste. Peut-être que ce n'est pas un crime avec un mobile. Peut-être est-ce un crime avec un contexte. Il évoquait la guerre, les blessures psychiques, la solitude de l'après-guerre, les tensions entre ruraux et étrangers, l'enfermement dans des dynamiques familiales opaques, un climat, une pression, une faille, et un soir, quelque chose qui déraille. Mais cette théorie, comme tant d'autres, ne peut être prouvée. Elle n'est qu'une interprétation de plus, une tentative humaine de combler le vide laissé par les faits. Et ce vide, lui, demeure. Clovis meurt dans les années 90 dans l'anonymat. Aucun article, aucune annonce. Il vivait reclus dans un petit appartement d'une ville voisine, loin du tumulte, loin de l'URSS. Il n'a jamais reparlé publiquement de l'affaire. À sa mort, aucune archive personnelle n'a été retrouvée. Pas de journal, pas de lettres, rien. Quant à Gustave, il disparaît peu après. Il vivait seul, lui aussi. On dit qu'il s'était tourné vers la religion, qu'il fréquentait une église, qu'il priait beaucoup. Certains affirment qu'il aurait confié à un prêtre un jour entre 2 silences « Je ne sais plus si j'ai rêvé ou si j'ai oublié ». Phrase étrange, ambiguë. Peut-être simplement le reflet d'une conscience brouillée par les années ou par la culpabilité. À Londres, la famille des victimes a tenté, pendant un temps, d'obtenir des réponses. Les parents de Jack avaient missionné un avocat français, mais rapidement ils avaient compris « le système judiciaire français ne permettait pas de rouvrir un dossier classé sans nouvel élément probant. Et il n'y avait plus rien à produire. Pas d'ADN, pas de témoignage, pas de preuves. Alors, ils avaient laissé tomber. La tombe de la famille est toujours entretenue dans un cimetière de la banlieue londonienne, 3 pierres côte à côte, leurs prénoms simplement gravés, sans fioriture. Un promeneur pourrait passer devant sans rien savoir. Et pourtant, parfois, un inconnu y dépose une fleur, un lys blanc ou un mot. On ne vous oublie pas. Dans toute la France, l'affaire a laissé des cicatrices profondes. Non seulement dans la mémoire collective, mais aussi dans les institutions mêmes, à commencer par la justice. Jamais un dossier n'avait autant divisé les magistrats. Du juge d'instruction au conseiller de la cour d'assises, chacun a laissé transparaître ses doutes, ses colères, ses intuitions contradictoires. Le parquet, qui pensait tenir une affaire simple de crime de voisinage, a dû composer avec une cascade de rétractations, de confrontations houleuses et de silences stratégiques. Les avocats de la défense, eux, ont porté le doute comme un étendard, quitte à paraître provocateur. L'un d'eux dira plus tard « Quand les preuves dorment, les mots deviennent des armes ». Mais c'est surtout dans la presse que l'affaire a pris une dimension inédite. Dès les premiers jours, les journaux ont flairé le potentiel sensationnel du drame. Une famille anglaise massacrée au cœur de la Provence, un patriarche taciturne qui avoue, puis se rétracte, un fils soupçonné, puis blanchi, puis de nouveau accusé par la rumeur. Le roman noir était parfait. Les titres se sont succédé, le mystère de l'URSS, le sang des innocents, le silence des collines.
Certains journalistes s'installent sur place pour plusieurs semaines, vivant parmi les habitants, traquant le moindre indice, épiant les faits et gestes de la famille. La médiatisation devient fébrile, presque intrusive. Depuis les bancs de l'université, certains noms résonnent comme des pierres angulaires du droit français. Dreyfus, Outreau, Ranucci, et parmi eux, l'URSS. Pas comme une simple affaire criminelle, mais comme un cas d'école, un miroir grossissant des failles de la justice humaine. Dans les amphithéâtres de droit pénal, l'affaire de l'URSS est régulièrement citée au même titre que d'autres grandes erreurs judiciaires. Pas pour sa conclusion, mais pour ce qu'elle révèle. Le doute, les aveux rétractés, les charges fragiles et l'absence totale de preuves matérielles solides. Un professeur de procédure pénale l'évoque ainsi: cette affaire a tout d'une fiction, sauf qu'elle est vraie. Elle montre ce qui peut arriver quand une instruction se déroule sans garde-fou suffisant, quand la pression médiatique devient écrasante et quand la vérité judiciaire ne correspond plus à la vérité réelle. Dans les cours de sciences criminelles, l'URSS est parfois comparée à l'affaire Patrick Dils ou à celle de Christian Ranucci, pour illustrer le doute raisonnable. Cette notion cardinale du droit pénal selon laquelle une condamnation ne peut être prononcée que si les faits sont établis au-delà de tout doute raisonnable. Or, dans l'URSS, tout est doute. Certains chargés de travaux posent la question suivante: en l'état du dossier de l'URSS en 2025, pourrait-on encore condamner? Et les étudiants plongés dans les retranscriptions d'audience, les extraits des aveux de Gaston, les contradictions de Clovis, les silences de Gustave, découvrent un maquis juridique dans lequel personne ne peut trancher avec certitude. L'affaire est aussi mobilisée dans les cours sur la présomption d'innocence ou encore sur la preuve pénale, notamment pour enseigner que la justice, parfois, s'appuie davantage sur des ressentis ou des probabilités que sur des éléments objectifs. Dans les mémoires de fin d'études, quelques étudiants en droit, en criminologie ou même en sociologie du droit choisissent encore aujourd'hui l'affaire de l'URSS comme sujet principal de recherche. Certains interrogent la fiabilité des aveux sous pression. D'autres analysent la gestion du doute par les magistrats de l'époque, ou encore la manière dont les médias ont façonné l'opinion, contribuant peut-être indirectement à la condamnation. Un mémoire soutenu à Aix-en-Provence en 2012 portait ce titre évocateur: l'URSS, condamnation en l'absence de certitude. Étude de la construction judiciaire d'une vérité douteuse. L'affaire n'a jamais été adaptée au cinéma, et pourtant elle a tout d'un scénario. Mais plusieurs projets ont été évoqués puis abandonnés. Le silence du village, le manque de preuves tangibles, le respect des descendants encore en vie, tout cela a freiné les initiatives. Un réalisateur de documentaire confie: « C'est une histoire maudite. Chaque fois qu'on essaie de la porter à l'écran, on se heurte à un mur. Comme si les faits eux-mêmes refusaient d'être recréés. Comme si l'histoire disait: non, je ne suis pas à vous. Je reste dans l'ombre. » Un ancien instituteur de l'URSS, à la retraite, témoigne. On nous demandait de ne pas évoquer l'affaire en classe. Pourtant, les enfants posaient des questions. Ils entendaient des fragments chez eux, des prénoms, des rumeurs, et quand ils venaient avec leurs parents à la bibliothèque, ils demandaient « Monsieur, il y a un livre sur l'URSS ?» Je leur répondais toujours « Pas celui que vous cherchez. » L'affaire est close, juridiquement. Mais dans les esprits, elle ne l'a jamais été, car une question plane encore, comme un écho au fond d'une vallée oubliée. Pourquoi ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi une telle violence ? Pourquoi cette petite fille, Elisabeth, a-t-elle été battue avec une sauvagerie qui dépasse la compréhension ? Pourquoi son crâne a-t-il été fracassé à la crosse alors même que ses parents étaient déjà morts ? Et surtout, qui l'a fait ? Des décennies plus tard, aucune réponse ferme n'a été apportée. Certains encore aujourd'hui soutiennent que le mobile n'a jamais été élucidé,
que le triple meurtre ne répond à aucune logique connue, à aucun conflit documenté, à aucune pulsion identifiable. Les experts en criminologie, les journalistes judiciaires, les romanciers même, s'y sont tous heurtés. Dans les dernières années de sa vie, Gustave, l'un des fils de Gaston, a été approché à plusieurs reprises. Il a parlé peu, mais jamais il ne s'est contredit. Jamais il n'a admis, jamais il n'a non plus levé le voile sur cette nuit. Un mystère demeure. La fillette était-elle encore en vie quand Gustave est arrivé? Dans ses premières déclarations, il dit l'avoir vue bouger. Il dit n'avoir rien pu faire. Il dit avoir eu peur. Mais cette version a varié au fil du temps. Et ce que l'autopsie a révélé est glaçant. Elisabeth a été frappée avec une extrême brutalité, à une répétition de coups incompatible avec un simple réflexe de panique ou un geste unique. Cela signifie une chose. Celui qui l'a tuée savait ce qu'il faisait. Il a frappé encore et encore jusqu'à l'écraser. Pourquoi? Était-ce pour la faire taire? Pour masquer un témoin? Pour éviter qu'elle parle? Ou bien par rage pure? Certains psychiatres, appelés à analyser le dossier des années plus tard, ont évoqué un scénario possible. Un différend ou un geste mal interprété entre adultes dans la nuit, une montée de tension, un tir accidentel, puis une panique totale. La fillette, réveillée, aurait vu, et dans un mécanisme de sauvegarde désespéré, celui qui l'a tuée aurait voulu effacer toute trace, y compris humaine. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Et pourtant, aucune enquête nouvelle n'a été officiellement réouverte. Pourquoi? Parce que l'affaire est close au sens pénal du terme. Gaston a été condamné à mort en 1954. Il a été gracié par le président de la République, ce qui a commué sa peine en détention. Il a été libéré sans jamais être innocenté. Et c'est là toute la nuance. La grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. Elle supprime la peine, mais pas la culpabilité judiciaire. Gaston est donc mort reconnu coupable aux yeux de la loi française. Alors pourquoi certains parlent-ils encore aujourd'hui d'une possible réouverture de l'affaire? La réponse est complexe. Il n'a jamais existé de procédure de révision comme on peut en voir dans d'autres grandes affaires judiciaires. Aucun élément matériel nouveau, aucune preuve inédite n'a jamais permis d'enclencher une telle démarche. Et surtout, les faits sont prescrits. Tous les protagonistes sont décédés. Les scellés, les armes, les expertises, tout cela appartient au passé. Même si un doute plane, même si l'histoire semble incomplète, le droit ne permet plus rien. Alors aujourd'hui, on raconte, on débat. On enseigne cette affaire dans les facultés de droit comme un cas d'école de procès sans preuve, sans témoin, sans certitude. Et on laisse la justice à la mémoire. La nuit de Lurs n'a jamais vraiment livré tous ses secrets. Une famille entière décimée, un homme condamné puis gracié, un fils silencieux jusqu'à la mort, et une petite fille dont le regard, figé à jamais, continue de hanter ceux qui ont croisé ce dossier. Peut-on tuer sans raison? Peut-on vivre avec ça? Peut-on laisser derrière soi une énigme sans réponse, sans qu'elle ne ronge les générations suivantes? C'est sans doute cela, le vrai drame de Lurs. Pas seulement un triple meurtre, mais une vérité perdue à jamais dans les collines de Haute-Provence. Vous venez d'écouter les podcasts du crime, épisode 1, la tuerie de Lurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Légalement Abusé. Au revoir.